parlementaires dès l'entame de la 3e session législative de l'année en cours. Vous entendrez leurs attentes dans le 20h30. Et puis en santé, 5% de taux de prévalence du diabète au Cameroun. Campagne de sensibilisation à l'hôpital général de Yaoundé ce vendredi. Activité en prélude à la journée mondiale de cette maladie chronique qui se célèbre demain. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, merci de nous accueillir chez vous. En ouverture de cette édition, des nouvelles de la session budgétaire ouverte au Parlement depuis ce jeudi au Cameroun. Les attentes des parlementaires dès l'entame de la 3e session législative de l'année en cours portent sur l'examen du budget, la paix au Cameroun, entre autres. Quelques réactions captées par notre reporter, Pulchéri Yaté. La priorité au cours de cette 3e session législative, c'est l'examen et le vote du budget de l'État pour l'exercice 2021. D'où l'urgence pour les élus de disposer du précieux document. Nous attendons maintenant que le projet de loi vienne pour lire effectivement dans le fond ce que le gouvernement aura prévu et regarder si les orientations budgétaires sont allées dans le sens de la satisfaction de ces différents défis relevés dans le discours du président de l'Assemblée. Les questions liées à l'éducation, à la relance post-Covid constituent également des priorités pour certains parlementaires. Et nous voulons voir des budgets au niveau de l'éducation qui sont plus accrus. Le recrutement des enseignants, surtout dans le primaire. Autre centre d'intérêt qui a suscité la réaction des élus, la question de l'insécurité dans certaines parties du pays. Il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone. Parce que cette criminalité est interpellative à tout point de vue. La défense d'aucune cause ne peut justifier qu'on s'attaque à l'école. En attendant le dépôt de la loi des finances, les grands faits marquants de l'actualité, tels que soulevés par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, meublent d'ores et déjà la réflexion au Parlement. Parlons à présent des priorités des enveloppes budgétaires 2021 au Cameroun. L'accent sera mis sur la reprise de la croissance après les effets néfastes de la Covid-19. Et parmi les leviers figurent la modernisation de l'agriculture, l'accélération de l'industrialisation et surtout la politique d'import-substitution. En attendant l'arrivée de ce projet sur la table des parlementaires, voici un rappel des principales orientations avec Cyril Kingé, BP. Le contexte est connu. L'année 2021 sera la première de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de développement post-DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ensuite, il y a la récession imposée par la pandémie de la Covid-19 qui a lourdement fait reculer le taux de croissance. Du coup, prescrit le président de la République, il faut retrouver le chemin de l'émergence. Les leviers à actionner sont identifiés. Ce sera le passage vers l'agriculture de seconde génération tant attendu. Il y aura ensuite le levier industriel. Le Cameroun a révisé depuis peu son plan directeur d'industrialisation. En 2021, il faudra en voir les retombées. Autre levier, l'amélioration des recettes internes non pétrolières. Enfin, la maîtrise des dépenses. En termes de priorité pour 2021, outre la pandémie, il faudra améliorer l'accès à la santé et accélérer la reconstruction des zones en crise, sans oublier la décentralisation. Mais l'année 2021 verra surtout le Cameroun exhiber le savoir-faire de ses créateurs de richesses. L'urgence étant d'équilibrer la balance entre les importations et les exportations. À ces conditions seulement sont adossées les facilités fiscales offertes à certains secteurs de l'économie, dont celui du tourisme fortement secoué en 2019. Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, ce 13 novembre marque la journée commémorative du 25e anniversaire de l'adhésion du Cameroun au Commonwealth. Une occasion pour capitaliser les acquis de la relation entre le Club des Gentlemen et le Cameroun en termes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles des structures de gouvernance. Sévérin Alégambélé.
Le contexte de la pandémie du Covid-19 n'a pas permis cette année l'organisation grandiose des activités marquant le jubilé d'argent de l'adhésion du Cameroun au Commonwealth. Néanmoins, au ministère des Relations extérieures, l'occasion est mise à profit pour se rappeler de l'acte politique fort posé en 1995. Le Commonwealth a travaillé avec le gouvernement dans le secteur judiciaire à l'harmonisation de notre code de procédure pénale. Et au moment où nous parlons, le Commonwealth est toujours engagé avec les camps. Comment gérer les élections dans des zones en crise. Des avancées significatives sont enregistrées dans le domaine de l'accompagnement de la mise en place de la décentralisation porteuse du développement local. Nous avons eu un engagement avec le Commonwealth, surtout par le biais du Commonwealth Local Government Forum, qui nous a aidé à renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour préparer cette décentralisation. Le Cameroun et le Commonwealth sont partis pour la promotion des valeurs partagées, que sont la démocratie, les droits de l'homme, la paix et la sécurité pour un développement durable. Et dans la perspective des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun, Elecam démarre la distribution de près de 25 000 cartes d'électeurs dans les différentes circonscriptions électorales lundi prochain. Conseillers municipaux et chefs traditionnels dûment inscrits sur la liste électorale ont jusqu'au jour du vote pour retirer cette pièce dont la spécificité est présentée ici par notre reporter Augustin Guizana. Selon des sources bien informées à la Direction générale d'Elections Cameroun, les cartes électorales ont été déjà acheminées dans les 58 antennes départementales qui font office des circonscriptions électorales pour ces régionales. Cas pratique du département de Mfundi. Nous avons deux types de cartes d'électeurs. Une carte de couleur jaune pour le collège électoral des conseillers municipaux et une carte de couleur rose pour le collège électoral des chefs traditionnels. Conformément aux dispositions du code électoral, conseillers municipaux et chefs traditionnels vont commencer à entrer en possession de leurs pièces le 16 novembre 2020. Pour le collège électoral des conseillers municipaux, nous avons 281 cartes électorales. Et pour le collège des chefs traditionnels, nous avons 160 cartes électorales. Au total, ce sont près de 25 000 électeurs qui sont attendus pour le retrait de leurs cartes, entre autres tickets d'accès aux urnes, le 6 décembre 2020. Et ce communiqué est parvenu à notre rédaction dans la suite du journal. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense informe les candidats retenus pour les tests psychotechniques en vue du recrutement des personnels navigants et personnels non navigants spécialistes dans l'armée de l'air qu'en raison des impondérables de calendrier, les épreuves de sélection programmées du 16 au 20 novembre 2020 à la base aérienne 101 de Yaoundé sont reportées à une date ultérieure qui leur sera communiquée en temps opportun. Les intéressés sont priés de rester à l'écoute de l'émission Honneur et Fidélité diffusée sur les ondes de la CRTV Radio. C'est signé Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. Dans la suite du journal, Lydie Eva et Alex Tchofo conçoivent deux quinquagénaires malades du diabète depuis 16 ans dans la région du Sud. Pour ces retraités, cette affection n'est pas un frein à leur autonomie. Les expériences racontées par notre reporter Ghislaine Aléné. Ça commence en 2004 à Kribi, quand on réalise que je suis diabétique. Moi, je ne savais pas. Quelques années après ce diagnostic, tout tourne au cauchemar pour Alex Tchofo. Les séquelles sont là, comme vous voyez, les deux pieds amputés. Lydie Eva a eu plus de chance. 16 années déjà que cette infirmière de formation traîne un diabète de type 2. Je savais que tel que j'ai vu ma mère évoluer, c'est comme ça que moi aussi je dois évoluer si je veux vivre. Tous essaient tant bien que mal de se prendre en charge et surtout de mener une vie qui se veut normale. Il faut suivre le régime et quand vous le suivez bien, il vous donne de bons résultats. Le diabétique, c'est quelqu'un qui doit être entouré parce que c'est une maladie qui fatigue. Tant qu'il y a de la possibilité de guérir et qu'on vous donne des instructions, suivez ces instructions. Comme quoi, vivre avec le diabète et ses conséquences est possible. Il faut juste pour cela être doté d'un mental d'acier.
Nous l'avons dit, et demain, la journée mondiale du diabète. Cette maladie chronique continue de faire des ravages. Plus de victimes chez les patients de moins de 40 ans aujourd'hui. Le tableau affiche un taux de prévalence de 5% au Cameroun. Campagne de sensibilisation à l'hôpital général de Yaoundé ce vendredi. C'est un prélude donc à cette journée qui se célèbre demain. Étienne Pascal Azégué pour les détails. L'hôpital général de Yaoundé est l'un des centres de prise en charge des patients souffrant du diabète. La maladie est qualifiée de chronique. Un tiers de patients ignorent leur statut. Les spécialistes donnent ici quelques signes d'alerte. Les symptômes qui permettent de soupçonner un diabète sont d'abord la polyurie, qui veut dire qu'on a tendance à uriner plus fréquemment et en grosse quantité. À cause de cette urine excessive-là, on a une soif abondante et on a soif en fait de manière paradoxale de boissons sucrées. Un amaigrissement involontaire qui contraste pourtant avec un appétit qui est par contre exacerbé. Les anciens et nouveaux patients ont été sensibilisés sur la prise en charge pour éviter les complications. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pour ça que l'hôpital général a mis toute l'énergie nécessaire pour rendre cette journée accessible à la masse populaire. Le taux de glycémie normal est de 1 gramme par litre. La codalette est atteinte, selon les spécialistes, lorsque ce taux dépasse 1,26 grammes par litre dans le sang. C'est pour ça que je dis que... Et dans la page nécrologique du 20h30, Madame Régine Gonda, épouse Bidjan, sœur aînée du chef de l'État, repose désormais dans le caveau familial en Vormeka. La défunte matriarche a été inhumée cet après-midi dans la stricte intimité, à l'issue d'une messe pontificale qui était présidée par l'évêque du diocèse de San-Mélima et qui s'est déroulée en présence du président de la République Paul Biya et de la première dame Chantal Biya. Yves Magmejo était à Vormeka. Son reportage. Animaius et anime omnium fidelium defunctorum per misericordium Dei requiescat in pace. La sortie en procession de la dépouille pour le caveau familial. Puis le rite d'inhumation qui lui va se dérouler dans la stricte intimité. Et voilà la messe qui est définitivement dite pour Madame Régine Gonda, épouse Bidjan, sœur aînée du président de la République. Cet ultime tableau met en scène à l'intérieur de la paroisse Saint-Étienne de Vormeka le couple présidentiel, le clergé et la famille nucléaire de la défunte. À l'extérieur de la chapelle pendant ce temps, les chorales élèvent les voix. Les personnalités et amis de la famille retiennent leurs larmes pour accompagner dans la dignité, malgré la douleur, la matriarche. Cette ultime séquence vient mettre le point final sur un cérémonial funéraire entamé 24 heures plus tôt à Yaoundé. Mais plus encore, elle vient mettre un terme à 92 années de vie pleine. 92 années au cours desquelles la défunte Régine Gonda s'est employée à cultiver la vertu, à faire le bien, à partager, à conseiller, à encadrer ses cadets. Plus qu'une sœur, dira l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, présent aux obsèques, elle était une seconde mère pour le chef de l'État. On mesure alors le poids de cette séparation avec celle qui laisse ses proches dans la violence du chagrin. Votre sœur, ou mieux encore, votre deuxième maman, a été et restera notre mère nationale. Un chagrin tempéré néanmoins, dira Monseigneur Christophe Zohar, évêque du diocèse de San-Mélima et célébrant principal, par l'espérance de la résurrection. Une espérance confortée par les multiples bienfaits de la matriarche. Pour nous, ces œuvres sont aussi des sources d'espérance dans la vie de la personne qui meurt. Sans nous substituer au jugement de Dieu, le seul à admettre à la vie éternelle, nos prières ne peuvent se tourner que vers l'âme d'une personne qui a montré des signes de foi en Dieu et d'attachement à l'Église. Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, de nombreuses personnalités sont venues partager la douleur de cette famille.
ont également effectué le déplacement de Vomeka, la terre qu'il a vu naître et qui vient de se refermer définitivement sur elle. La grande communauté, des parents et des amis de la famille, des anonymes au visage connu, qui ont contribué, chacun, à écrire à sa manière l'histoire de la défunte. Au moment où se referme le grand livre de la vie de Madame Régine Gonda, épouse Bidjan, le souvenir restera désormais le seul lien avec elle. Le souvenir des petits et grands moments de joie et de tempête passés en sa compagnie. Repose en paix, matriarche. Et cette nouvelle plutôt gaie en rapport avec le plan d'assistance humanitaire d'urgence du président de la République, des dons destinés à 5000 familles affectées par la crise socio-politique dans le sud-ouest viennent d'arriver à Buea. Ce matériel de première nécessité sera acheminé ce week-end dans le département de la Magnou pour distribution. Stéphane Tala pour les détails. Parti de Yaoundé, ce convoi humanitaire composé de 14 camions a été reçu à Buea par le secrétaire général des services régionaux du Sud-Ouest, Dr Mohamedou. Il s'agit des denrées, du matériel de couchage, ustensiles de cuisine et kits hygiéniques destinés aux personnes affectées par la crise sécuritaire dans le département de la Magnou. C'est le don du chef de l'État qui a décidé d'apporter une assistance humanitaire aux populations déplacées de la Magnou, ainsi qu'aux réfugiés camerounais issus de la Magnou qui sont rentrés chez eux. Donc là, nous ciblons près de 5000 familles, c'est-à-dire près de 10 000 personnes. Cette aide humanitaire traduit la constante sollicitude du chef de l'État avec son plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les populations victimes de la crise dans le sud-ouest. Les dons seront distribués dans les arrondissements de Manfé, Eyumodjok et Akwaya. Et nous restons dans le sud-ouest avec l'association des chefs traditionnels de Buea qui condamne avec dernière énergie l'assassinat du chef de village Lioula Malale, Sa Majesté Molinga Francis Nanga. Ces gardiens de la tradition s'exprimaient au cours d'une réunion en vue de préparer les obsèques du défunt. Les assises étaient présidées par le président de l'association des chefs traditionnels de Buea, Sa Majesté Kama Osingwe Gabriel. Elisabeth Natalinson de CRTV Sud-Ouest. L'assassinat récent du chef du village Lioula Malale, Sa Majesté Molinga Francis Nanga, interpelle l'association des chefs traditionnels de Buea. Ces gardiens de la tradition invitent les populations de Buea à rester solidaires et sereines. Nous sommes toujours auprès d'eux pour voir comment la situation est résolue. La réunion hors caméra qui s'est tenue à leur secrétariat à Buea était axée pour l'essentiel sur la planification des obsèques de leurs confrères. Je dis aussi à nos élites que vraiment on a une deuil dans notre ville de Buea, qu'on a perdu l'un de nos chefs. Ces chefs traditionnels ont condamné avec la dernière énergie ces meurtres de plus en plus récurrents dans le FACO. Ils promettent tout mettre en œuvre afin de mettre fin à ces actes. La protection des personnes handicapées mérite une attention particulière dans ce contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Plusieurs responsables d'associations recevaient des kits de sensibilisation à Yaoundé. C'était à la faveur de la première session d'évaluation de l'exécution du plan d'action opérationnel de protection des personnes handicapées, travaux présidés par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné. Barbara Padjama pour les détails. Ils se bougent comme tout le monde pour stopper l'avancée du virus. Les personnes vivant avec un handicap ont su s'adapter dans le combat. Les organisations et les responsables de cette couche vulnérable ont pris toutes les mesures. Il y a des spots publicitaires pour les personnes en langue des signes. Il y a ce masque-là avec visière qui fait que quand on fait une interprétation en langue des signes, on peut observer les lèvres de la personne qui interprète. C'est très important. Ce regroupement a été convoqué pour garder active l'application des gestes barrières, une sensibilisation matérialisée. Garantir ainsi leur accès aux dispositifs de lavage des mains, aux unités de prise en charge, de dépistage, aux différents sites de la quarantaine, aux soins, aux supports de communication et à l'information en langue locale pour les analphabètes. Le Cameroun compte plus de 3 millions de personnes handicapées. Pour mieux les protéger ainsi que les autres catégories, le ministère des Affaires sociales prend appui sur les rencontres comme celle-ci pour se rapprocher de leurs difficultés en tant qu'humains.
N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 20h30. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Éviter la propagation du virus est une responsabilité individuelle et collective. Chacun devrait continuer d'observer les mesures barrières pour se prémunir soi-même et protéger ses proches. C'est le message du docteur Simon Noudi, reçu ce soir par Évariste Yenga, en poste au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste Yenga. Bonsoir, il tirait la sonnette d'alarme sur votre plateau il y a 48 heures, le ministre de la Santé publique, pour rappeler la nécessité de continuer d'observer les mesures barrières. Ces mesures barrières nous intéressent ce soir dans le cadre de cet entretien pendant lequel je reçois le docteur Simon Noudi. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Vous êtes le chef de l'unité sensibilisation ici au COUPS. Dites, vous avez reçu l'invitation pour venir intervenir dans cet entretien. Combien de personnes avez-vous rencontrées portant des masques? Alors, je n'ai pas compté, mais beaucoup, il faut se dire la vérité, beaucoup ne portent pas le masque ou bien ont le masque et ne portent pas bien. Donc c'est le triste constat qu'on fait. Alors, pourtant le ministre de la Santé insiste, il persiste, il faut continuer de porter les masques. Vous, praticien de la médecine également, à sa suite, vous insistez. Pourquoi? Comme notre chef l'a dit, l'excellence monsieur le ministre, il faut qu'on continue le combat qu'on a commencé. Nous sommes sur la bonne voie, mais maintenant les gens ne doivent pas débrayer, les gens ne doivent pas relâcher. Lorsqu'on voit la deuxième vague dans d'autres pays, nous ne sommes pas à l'abri. Donc si les gens ne prennent pas les dispositions qui est nécessaire, on peut avoir ce semblant de deuxième vague chez nous. Or, c'est ce que nous ne voulons absolument pas. Alors, maintenant la distanciation sociale, quelques corpus, il y a du monde au marché Mokolo, il y a du monde au marché Bopi, c'est à Douala, il y a du monde dans plusieurs marchés du Cameroun en ce moment, comme en plusieurs lieux publics, la distanciation sociale, on ne l'observe plus. Vraiment, il faut relativiser. Lorsqu'on n'est pas dans la possibilité de respecter la distanciation physique, il faut porter le masque. Mais maintenant, lorsqu'on peut, parce que lorsqu'on est au marché, on a la latitude de décider si on fait un pas de plus ou on fait un pas en arrière. On a cette latitude de pouvoir nous-mêmes nous imposer une distanciation. Mais maintenant, on redit, lorsqu'on est dans l'incapacité de respecter la distanciation, on porte le masque tout simplement parce que même si on est en contact avec une personne qui est malade, en émettant les gouttelettes, la science prouve que cela ne peut pas aller au-delà d'1 mètre. C'est pourquoi on recommande la distanciation d'1 mètre. Mais si on ne peut pas, qu'on porte bien le masque. Docteur Simon Noudi, merci d'avoir honoré cette invitation. C'était l'invité de ce soir pour rappeler l'importance à la suite du ministre de la Santé publique de continuer d'observer les mesures barrières. Aujourd'hui, il était question du port du masque et de la distanciation sociale. On y reviendra avec d'autres aspects de ces mesures barrières. Merci Évariste Yenga pour ces détails. Je précise que vous étiez en direct du centre des opérations des urgences de santé publique. Dans la suite du 20h30, Madame, Monsieur, du matériel roulant pour booster l'offre énergétique du Cameroun, la Société nationale de transport de l'électricité vient d'acquérir 17 véhicules, tout terrain flambant neufs pour surveiller ces 1200 km de lignes de transport. La cérémonie de remise de ce matériel s'est tenue mardi dernier en marge d'un conseil de direction élargi de cette institution. Régine Gladys Lobouda pour les détails. Jeu de phare sur une promesse de lumière. Ces bolides à peine sortis d'usine iront chasser l'usure sur nos lignes de transport d'énergie. La Sonatrel tient là l'une des clés de son efficacité sur tous les circuits de l'électricité. Nous avons un réseau de transport de plus de 1200 km qu'il faut entretenir et suivre. Donc nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous puissions acquérir ces véhicules tout-terrain pour que nos collaborateurs puissent travailler, n'est-ce pas, avec aisance.
À l'aise dans ses missions, la Société nationale de transport de l'électricité compte surveiller avec plus d'intensité les piliers de notre énergie. Elle, qui a récemment dopé d'un supplément de volts son parc de transformateurs. Nous en avons acquis 3 de 50 MVA pour la première vague en début d'année. Et la deuxième vague de transformateurs est maintenant de 60 MVA. C'est les tout premiers transformateurs de 60 MVA dans notre pays. Sous la pointe des pylônes, des bulldozers pointilleux ont remplacé la machette depuis peu. Histoire de déblayer les corridors des lignes de Yomabong à Songloulou, la robustesse des roues s'éprouvera sur les nombreux chantiers de la Sonatrel. Cette gardienne de l'étincelle qui porte l'énergie de la source vers le distributeur. Et les véhicules tout-terrain, les pick-up, s'adressent beaucoup plus aux lignaires. Ce sont eux qui doivent surveiller et monitorer nos lignes de transport chaque jour que Dieu a créé. C'est un signal fort pour leur dire que le travail ne se fait pas au bureau. Le travail, c'est sur le terrain. Par ces actions ponctuelles, la Sonatrel compte bien raccorder le Cameroun au ciel de son potentiel énergétique. Ce communiqué, Madame, Monsieur, le ministre de la Communication a l'honneur d'informer l'opinion publique et nationale que le ministre de la Communication a l'honneur d'informer l'opinion publique et nationale que le ministre de la Santé publique organise des journées locales de vaccination contre la poliomyélite dans la région du Sud, respectivement du 7 au 10 novembre 2020 pour le premier tour et du 19 au 22 novembre 2020 pour le second tour. L'objectif de cette campagne est de renforcer l'immunité de 173 210 enfants de 0 à 5 ans dans les 10 districts de santé de la sud-dite région. C'est signé René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Dans la suite du journal, cet autre communiqué, le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend Dr Dieudonné Massigams, informe l'opinion nationale que dans le cadre de la campagne nationale d'apposition des plaques anticorruption sur les façades des bâtiments publics lancée en 2018, des équipes de la CONAC vont se déployer dans les chefs-lieux de département du 16 au 20 novembre 2020 afin de procéder à l'apposition des dites plaques. Cette campagne vise à rappeler aux agents publics le principe administratif de la gratuité du service public et à vulgariser le numéro vert de la CONAC, le 1517. Le président de la CONAC invite par ailleurs les responsables des administrations concernées par l'opération à réserver aux équipes de l'institution une franche collaboration en vue du succès de cette phase de la campagne. Du cinéma et des prestations live en vitrine dans la page culturelle du week-end, Jacob Desvarieux et Jocelyne Bérois en séjour au Cameroun se produisent en ce moment à Yaoundé. Dimanche prochain, l'Institut français offre la projection du film documentaire intitulé Africa Mia. Les autres rendez-vous culturels du week-end avec vous, Laetitia Onana. Ce soir à Jacob Desvarieux et à Jocelyne Bérois. Les deux membres du célèbre groupe antillais Kassav revisitent en ce moment même quelques-uns de leurs titres phares au Bukaru Lounge de Yaoundé. La ville aux 7 collines vibre également au rythme du Menjang ce soir. Venez vous trémousser chez Eyepson, Ciseaux Quartier et Mana. Samedi, Kopo et Lago Majoaï font le show. Il sera avec Majoaï, il sera avec Josco, l'inquiéteur, il y aura Mana, il y aura la chose ici. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous au cabaret Le Carrousel. Dimanche, Africa Mia de Richard Minier et d'Edouard Salier est en projection à l'Institut français de Yaoundé. Le film documentaire vous amène à la découverte du premier groupe de world music pendant 80 minutes chrono. Bon week-end. Fin du 20h30 sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Joseph Gouetamandeng et Gideon Tazo. Très belle soirée sur la CRTV. À demain, 20h30. Surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.